OK, 21 novembre 2023. Fait que le doctorat des rêveurs équitables, hein, ça fait, si tu veux, que je travaille là-dessus, ça doit faire depuis au moins presque à partir de l'an 2000, certainement. Mais un doctorat, c'est long à monter quand tu as des critères très particuliers de ce que c'est qu'une une invention qui va percer le plafond de verre de la connaissance intellectuelle. Ça part de deux critères principaux. Le premier, c'est que quand les universités allemandes arrivent du temps de Goethe, hein, c'est qu'il y a une volonté intellectuelle en Allemagne de créer du contenu qui va révolutionner la pensée européenne. Euh, et on va l'avoir aussi par Fitch à un moment donné. Et on va avoir deux ou trois exemples dans l'histoire de la pensée universitaire où à un moment donné, on est obligé de donner un diplôme à quelqu'un, parce que même si on ne comprend pas, il donne pareil. Wittgenstein, par exemple, quand il écrit le Tractatus, ses correcteurs vont dire, on te donne ton diplôme, même si on ne veut pas passer pour des imbéciles dans l'histoire de la pensée. Et c'est là, à partir des connaissances que crée Wittgenstein, que se constitue, si tu veux, tout le champ de la philosophie analytique aux États-Unis puis en Angleterre. Et de la même affaire que Foucault, par exemple, son fameux doctorat en 1900, je pense c'est 63, dans lequel, à un moment donné, on prend la chance que la façon dont Foucault travaille, on en fait une norme. Ce que moi j'appelle un doctorat œuvre d'art. Donc un doctorat œuvre d'art n'est pas fait nécessairement pour avoir un diplôme ou pour avoir un travail, c'est fait littéralement pour créer un nouveau paradigme, prendre une chance au niveau institutionnel d'un nouveau paradigme qui constitue, si tu veux, les épaules sur qui on va monter demain. Alors, c'est sûr que quand moi, j'ai l'idée d'un doctorat, à partir d'une simple question que j'avais eue quand j'avais 20 ans, c'est pourquoi mon rêve a marché. Moi, j'avais le rêve d'aller au Japon, représenter le Canada. J'étais à Expo 67, puis je voulais aller au Japon pour Expo 70. Et finalement, je crée les contretemps, on gagne le championnat nord-américain, on se retrouve au Japon, et soudainement, je me rends compte que ma vie est terminée. Toute ma vie sera consacrée à une question. Pourquoi mon rêve a marché? Qu'est-ce qu'un rêve? Alors, c'est sûr que quand j'ai ma carrière de chanteur, c'est évident qu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas chanter devant une foule. Mais ce qui m'intéressait, c'était les grandes questions. Par exemple, est-ce qu'une science de l'animation, ça existe? Donc, j'ai pu toffer au Pierrot, aux deux Pierrot, au Café Saint-Vincent, par cette question-là, qu'est-ce qu'une science de l'animation de foule? Quand, par exemple, j'ai entrepris les 18 ans avec Denis Lamarre à l'Auberge de la Calèche, c'était la question, c'était une maîtrise sur le rire. Quels sont les différents ingrédients? Et la question était la suivante, c'est pourquoi le sucre est toujours sucré pour tous, mais un gag n'est pas drôle pour tous. J'ai mis 14 ans pour faire ma maîtrise. Quand ma maîtrise a été terminée, ben là, j'ai quitté la scène. Et là, la fameuse question, j'ai toujours pensé que c'est en devenant vagabond, comme mode, comme méthodologie au niveau philosophique, que j'arriverais à respirer l'essence de ma question. Et effectivement, à l'an 2000, j'ai commencé mon vagabondage sous certaines formes. Tout ça pour me dire que j'ai fini par vagabonder 4 universités, avec dans la tête un doctorat pour les rêveurs équitables. Et là, je voulais réaliser ce que Fitch avait réalisé à son époque sous les universités allemandes, ce que Wittgenstein avait réalisé en Angleterre entre deux guerres avec Russell, puis ce que Foucault avait réussi dans son doctorat en France. Je voulais réussir à percer le système universitaire, mais après avoir vagabondé, puis mon idée c'était finalement de déposer à la fin de ma vie un doctorat sous une forme ou sous une autre, mais un doctorat dont les conditions épistémologiques, les conditions méthodologiques soient en fait des inventions. Et, la différence entre ce que c'est qu'une découverte et une invention, ça a été théorisé par Poincaré, et après ça par William James, et après ça par Peirce, hein, dans lequel on est passé de l'intuition à l'abtuition chez Peirce, et l'abtuition à l'abstuition chez moi. Donc l'abstuition, c'est un des grands principes de mon traité des Habs sur l'absistance.
Mais tout ça pour dire que j'ai travaillé avec Michel et Marlene pendant 16 ans. On a travaillé en matin de la créativité pour réfléchir comment en équipe construire un doctorat sur le rêve. Donc, c'est en prenant soin du rêve de Michel et Marlene et qui me prenait soin de mon propre rêve. Et on s'est posé des questions sur quelles sont les conditions pour que chaque personne humaine puisse avoir accès au rêve, à un rêve personnel. Donc, quand j'ai vagabondé, bien sûr, mon intérêt, c'était de considérer le Canada comme un immense gâteau de fête, à l'intérieur duquel il y avait des chandelles allumées. Et je m'étais dit que j'avais 2 objectifs en vagabondant le pays. Le premier, c'était de cartographier des rêveurs à travers le Canada. Et le deuxième, c'était d'allumer des rêveurs, en espérant que, comme un gâteau de fête, quand tu allumes 3-4 chandelles, ces chandelles-là en allument d'autres, et finalement arrive, si tu veux, une vision de ce que c'est qu'un pays œuvre d'art par une vie personnelle œuvre d'art pour une nano-citoyenneté planétaire, qui est, si tu veux, une invention poétique que j'avais envisagée beaucoup plus tard, créée en complicité avec l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir, à un moment donné, court-circuiter toutes les données historiques au niveau, si tu veux, de comment se constituent les paramètres de la guerre pour les différentes problématiques identitaires. Alors, ce matin, par exemple, quand je regarde Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, quand on est un chercheur, ce qui nous intéresse pas tellement ce qui est dans le livre, c'est la phrase à un moment donné qui va analogiquement mettre sur nos intuitions une lumière. Alors, il y a une toute petite phrase à la page 98 qui dit ceci. Le premier de ces facteurs a été brièvement mentionné, c'est la révolution militaire qui marque les débuts de l'Europe moderne et par laquelle la dimension de la guerre, son coût et sa structure se développent d'une façon considérable en 150 ans. Alors, de la même façon qu'il y a des révolutions militaires, il y a aussi des révolutions épistémologiques, il y a aussi des révolutions méthodologiques. Alors, quand j'abandonne mon vagabondage pour aller vagabonder 4 universités pendant 5 ans, c'est sûr que je vise une révolution méthodologique et épistémologique. C'est-à-dire que pour atteindre un nouveau paradigme, ce qu'on appelle une nouvelle façon de vivre des questions, je me soumets à un exercice. C'est-à-dire que je prends soin du rêve des gardiens, des employés, je prends soin de beaucoup de rêves pour ne pas me faire déposer à l'extérieur par le système parce que je suis un vagabond et je ne suis pas inscrit. Hein? Je suis en pantoufles, j'ai les cheveux longs, je réussis à avoir une carte d'étudiant pour me renfermer dans une salle et travailler 7 jours par semaine, en avertissant la bibliothécaire que mon doctorat reposait, celui des rêveurs équitables, reposait uniquement sur le fait de vagabonder. Le vagabondage était mon intuition épistémologique, mon habituation. Alors, là où je suis rendu, c'est que après avoir aidé des étudiants en maîtrise et au doctorat, comme je l'avais vu dans certains livres, dans certaines universités américaines, je rencontre Gaëlle, et là, je me rends compte elle est très forte en modélisation, et là, je me dis à moi-même, OK, j'avais mis 2 ans pour faire mon glossaire, et là, finalement, je me rends compte que la fameuse révolution militaire, parce qu'une révolution épistémologique, c'est aussi une révolution militaire de l'esprit. C'est une conquête du monde de la connaissance par la méthodologie. Et là, je me rends compte que finalement, mon glossaire étant fini, je travaille sur le glossaire de Goël. Et pour arriver finalement à Michel et Marlene, en me disant, OK, je sais maintenant comment passer du glossaire à la modélisation pour que notre doctorat puisse traiter comment on peut arriver par une simple vie personnelle œuvre d'art, comme une chandelle sur un gâteau de fête, comment on peut arriver à traverser le système mondial des entités politiques pour pouvoir instituer une barre de mesure au niveau poétique et au niveau éthique qui puisse inspirer l'ONU et les différents États et les différents acteurs internationaux, sans devenir, si tu veux, un outil politique, soit de domination, soit un outil d'interférence. Alors, pourquoi je fais ce tape-là aujourd'hui? C'est parce que je suis rendu à la dernière phase, mon glossaire étant terminé. Gaëlle va passer son examen de synthèse au mois de mai, et avec Michel et Marlene, va commencer, si tu veux,
la modélisation des définitions du glossaire à partir, si tu veux, du discursif qui est déjà modelé sur près de 1000 items. Et à ce moment-là, arrive, si tu veux, la synthèse qui va permettre à notre doctorat de fonctionner, de se rendre. C'est-à-dire comment une vie, dans le fond, la question de doctorat, c'est comment une simple vie personnelle œuvre d'art qui vagabonde un pays, comment trois simples vies personnelles, des archétypes, qui sont réunis, peuvent créer ou inventer un nouveau concept qui permette à un moment donné d'allumer des consciences vers une capacité de concevoir par la vie personnelle œuvre d'art un pays œuvre d'art et un pays œuvre d'art la nanocitoyenneté planétaire. Et c'est maintenant rendu à près de 75 ans. Je calcule qu'il me reste à peu près... je calcule que d'ici 2 ans, je devrais être capable de m'inscrire à l'université, de déposer le doctorat terminé, de façon à lui donner une carte internationale, une validité internationale, autant au niveau des découvertes des inventions méthodologiques, des inventions épistémologiques, et aussi une capacité d'espérance pour soulager la condition humaine. Parce que ce qui compte dans une œuvre d'art, un doctorat œuvre d'art, c'est le bien commun. Et pour ça, le chemin pour y arriver est un chemin d'abnégation et un chemin de profond éblouissement de ce que la condition peut permettre quand on n'est pas affecté par des intérêts personnels cachés. Alors, c'est ce que je voulais dire ce matin, ne fût-ce que pour avoir un document, pour plus tard, pour les chercheurs, pour se dire que quand cet homme-là, qui est un chanteur avec sa guitare, décide de vagabonder en montant sur les épaules des grands vagabonds de l'histoire, que ce soit Thompson qui était le grand coureur des bois, que ce soit François d'Assise, que ce soit la Peace Pilgrim aux États-Unis, ou les vagabonds russes, ou les vagabonds de l'Inde, que tu avais une connaissance théorique, et que tu pars à vagabonder pour qu'à un moment donné, tu puisses avoir accès à l'invention d'une méthodologie ou d'une épistémologie qui puisse servir un doctorat, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut que tu puisses témoigner dans un document, à un moment donné, pour que les chercheurs puissent avoir une barre de mesure. Parce qu'il y a aussi une œuvre littéraire, il y a 100 chansons. Fait que c'est pour atteindre une barre de mesure, pour annoncer aussi un programme de recherche. Et l'importance, surtout, j'aimerais terminer là-dessus, l'importance que mes partenaires de recherche, Michel et Marlene, puissent se dire, rendu à la fin, l'équipe qu'on a constituée pendant 16 ans pour avoir les matins de la créativité chez Michel, où je dormais sur le plancher, qu'on peut se dire que c'est l'équipe elle-même dans le doctorat qui finalement est la grande invention du doctorat, parce que ce doctorat-là veut percer le plafond de verre en voulant dire que c'est possible de faire un doctorat où quelqu'un est inscrit, puis tu en as 2 autres qu'on appelle des doctorants alternatifs ou des doctorants atypiques, mais par une équipe avec une justice épistémique, qu'on puisse créer un plafond de connaissances de façon que quand on arrive à la nanocitoyenneté planétaire, que des gens qui se soient inscrits dans un processus si tu veux, dans un processus dans lequel c'était des élections par tirage au sort, puisse même constituer une entité internationale qui réfléchisse simplement sur 4 questions. C'est quel est ton rêve, dans combien de jours, qu'as-tu fait aujourd'hui pour ton rêve et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde. Et quand on arrive à la nanocité planétaire où tu as 39 hommes, 39 femmes de partout sur la planète qui sont réunis, c'est comment nos rêves prennent-ils soin de la beauté du monde. Et c'est par une question si simple qui est déconnectée des problématiques qui traversent les siècles au niveau des différents intérêts économiques, culturels, intérêts religieux ou intérêts des identités des États, qu'on puisse arriver avec une barre de mesure qui puisse compléter l'outil qu'est l'ONU, parce que l'ONU, c'est un ensemble d'États dont les intérêts personnels sont en contradiction par les règles du jeu qui sont déjà toxiques, tandis qu'il faut y avoir une barre de mesure éthique et poétique qui soit simplement là comme une étoile polaire dans le ciel, mais qui n'a aucun intérêt autre que d'être une barre de mesure accessible aux plus petits des plus petits, parce que les 4 questions du pays œuvre d'art peuvent être accessibles à quiconque sur la Terre, même si tu n'es pas instruit. Ces 4 questions-là peuvent
te donner une chance. Alors voilà, c'est un peu ça aujourd'hui que je voulais dire. Bon.